Bienvenue dans cette vidéo. Si tu as cliqué ici, c'est que tu cherches absolument à comprendre comment choisir les bons exercices dans tes entraînements, dans ta programmation de calisthénie, et tu as bien raison parce que c'est la chose la plus importante à faire quand tu programmes une séance ou même plusieurs entraînements, quand tu construis vraiment ta programmation, parce que c'est la chose qui définit si tes actions, justement le fait d'aller t'entraîner, faire des exercices, va être optimisé, cohérent et va te faire justement progresser vers tes objectifs par rapport à ton contexte actuel, tes facteurs limitants, tes faiblesses et tout ce qui tourne autour. Et littéralement, si tu as une mauvaise sélection d'exercices, tu as des entraînements qui sont sous-efficients, du coup une progression qui est moitié moins efficace, voire même plus. Et c'est la chose que je remarque le plus chez la plupart des pratiquants de calisthénie, c'est la sélection des exercices qui n'est pas forcément la plus optimisée. Et une bonne sélection d'exercices, c'est s'assurer justement que les principes d'entraînement sont appliqués et que la programmation justement est optimisée pour aller chercher le plus rapidement ses objectifs. Donc dans cette vidéo, littéralement, je vais te montrer le process que j'utilise, donc toutes les actions que je mets en place étape par étape pour définir concrètement quel est le meilleur ou les meilleurs exercices qu'un de mes élèves ou moi peut faire justement dans ces entraînements. C'est littéralement ce que j'utilise justement dans mes coachings. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne et justement je vais te détailler tout le process que tu pourras simplement copier-coller dans tes entraînements pour pouvoir justement progresser au maximum. Donc c'est parti, la première chose à avoir en tête, c'est justement de se rappeler des principes premiers de l'entraînement. Donc les principes premiers, ils sont au nombre de 6. Après tu peux en avoir d'autres, mais les principaux sont vraiment au nombre de 6. Donc tu vas avoir concrètement la spécificité. Donc c'est là où tu comprends que ça c'est la base, ça c'est vraiment la base parce que la spécificité c'est ce qui définit si tout simplement tu t'entraînes sur ton objectif. Donc la spécificité, principe premier, vraiment le plus important et encore plus dans cette vidéo quoi. Littéralement on parle de sélectionner les bons exercices. Donc un bon exercice, c'est un exercice spécifique à notre objectif. Super. Ensuite on a la surcharge. Donc ça c'est aussi ultra important. La surcharge c'est quoi? C'est le fait en fait d'augmenter la difficulté d'un exercice, l'intensité justement d'un effort au fur et à mesure du temps pour perpétuellement s'adapter, créer encore plus d'adaptation et créer justement une bonne progression. Donc concrètement la surcharge, pourquoi elle est importante dans la sélection d'exercices? Parce que forcément il faut savoir faire évoluer l'exercice que tu fais et c'est ça le problème, la subtilité avec la calisthénie, c'est qu'en musculation, tu fais ton développé couché, tu rajoutes seulement du poids et ta surcharge progressive, elle est faite. Mais en calisthénie, c'est différent parce que la charge c'est ton poids du corps. Et du coup, pour rajouter la difficulté, il faut changer d'exercice ou l'adapter différemment. Mais globalement, en vrai, à chaque fois, tu changes d'exercice, de progression. Et il faut connaître en fait tout simplement toutes les progressions, toutes les étapes qui viennent après ce que tu fais actuellement. Par exemple, tu t'entraînes sur des pompes piquées, et directement, en fait, tu vas pas pouvoir, tu peux te mettre un GLST, tu vas pouvoir appliquer de la surcharge progressive, mais le plus facile et le plus pertinent si tu veux aller chercher des handstand push-up par la suite, c'est tout simplement de faire des handstand push-up contre le mur. C'est littéralement la progression et du coup, c'est comme ça qu'on applique une surcharge progressive. Donc ta sélection d'exercices, elle doit aussi pouvoir justement comprendre cette surcharge pour pouvoir progresser sur le long terme. Ensuite, tu vas avoir justement le principe d'adaptation. Donc le principe d'adaptation, c'est le principe justement de gestion en fait de la fatigue, gestion des aléas, de l'environnement. Et le principe d'adaptation, c'est tout simplement ce qui se passe à l'instant T. Tu vas à ton entraînement, tu avais prévu de faire justement des handstand push-up contre le mur, mais il n'y a pas de mur. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu trouves une alternative, tu fais des pike push-up surélevés avec du lest ou avec du dead stop en bas pour égaler la difficulté et l'intensité justement que tu avais prévu à la base. Donc l'adaptation, la gestion de la fatigue et de l'environnement, c'est concrètement savoir quel exercice tu peux utiliser à l'instant T pour justement faire ton entraînement correctement et t'adapter tout simplement à ce qui se passe maintenant. Parce qu'en t'entraînant, forcément, il y a des jours où tu vas être plus fatigué, il va falloir adapter ce que tu fais. Il y a des jours où justement tu vas peut-être ressentir des douleurs, ça arrive, et il va falloir également adapter ce que tu fais. Donc la sélection d'exercices aussi, elle se fait sur le programme avec la spécificité, elle se fait sur ton plan, sur les prochaines séances avec la surcharge, mais aussi sur l'instant T avec l'adaptation. Il faut savoir des fois se détacher de son programme d'entraînement, faire autre chose pour justement s'assurer des bonnes actions sur l'instant T. Et le quatrième principe, la surcompensation. Donc la surcompensation, c'est le principe qui définit justement ta progression parce que ça veut simplement dire que
tu as récupéré de ta dernière séance, tu as les bénéfices justement de la dernière séance et tu es prêt justement à restresser ton corps et profiter des bénéfices et pouvoir surtout appliquer la surcharge progressive. Parce que sans surcompensation, tu ne peux pas appliquer de surcharge progressive parce que tu as trop justement de fatigue qui t'empêche en fait de surperformer et de performer encore plus que ce que tu peux faire à l'instant T dans le futur. Donc la surcompensation, si je te fais un schéma très simple, là tu t'entraînes, cet entraînement il crée de la fatigue, cette fatigue là au bout d'un moment elle diminue et les adaptations se font ressentir, donc là tu as les adaptations et en fait là c'est vraiment la période post-training où tu as de la fatigue et entre justement la période où tu as l'adaptation et l'entraînement, c'est la période de récupération et ici justement tu peux refaire un entraînement ici ou un peu plus tard, mais globalement tu dois être aussi régulier là-dessus parce que si tu n'es pas régulier en fait simplement une fois que tu as full adaptation tu peux te désadapter très vite, donc c'est pour ça que tu veux te rentraîner à chaque fois à chaque pic de surcompensation. Donc c'est stimulus avec l'entraînement, récupération et adaptation. C'est ce qui te permet justement d'être meilleur. Et ça, c'est lié aussi au principe de constance, le fait simplement d'être régulier. Parce que si tu n'es pas régulier, tu t'entraînes, mais bon, à chaque fois, tu te désadaptes, donc c'est sous-efficient. Être régulier, c'est vraiment la clé. Cinquième principe, le principe de variation. Donc le principe de variation, c'est quoi ? C'est tout simplement le fait de varier ses exercices, en fait. Tout simplement, ça parle pour lui-même. En fait, si tu veux, ton corps, quand tu vas t'entraîner, il va s'adapter à un stress donné, donc à un exercice donné. Et au bout d'un moment où il s'est déjà adapté à cet exercice-là, il y a de l'accoutumance. Ça veut dire qu'il y a une certaine résistance à l'adaptation parce que ton corps, il commence à être habitué justement à cet exercice-là et concrètement, il en tire beaucoup moins d'adaptation. Donc, apporter de la variation dans tes exercices, ça permet justement de choquer le corps, même si c'est pas ça. Ça permet justement de casser un peu cette résistance à l'adaptation en apportant un stimulus qui est différent mais qui reste ultra spécifique par rapport à notre exercice de base et par rapport à justement notre programmation, nos exercices. Le principe de variation, ça va être, tu t'as fait des tractions en pronation pendant 3 semaines, là tu sens que ta progression elle commence à ralentir, et tu changes de grip, tu fais des tractions en supination pour justement apporter de la variation, casser ce seuil de résistance à l'adaptation et progresser encore plus par la suite. Et les gains que tu vas avoir sur la variation va te permettre pendant ce temps-là de te reposer sur la variation que tu avais utilisée précédemment et en fait ça fait juste une espèce de courbe comme ça où tu progresses sur l'un mais les adaptations de l'autre profitent à chaque variation. Et ça c'est trop fort parce que du coup ça te permet justement de constamment progresser et ne jamais stagner en fait, ne jamais avoir de plateau de stagnation. Donc la variation ultra important et c'est la base en fait d'une bonne périodisation concurrente et c'est sur ça que justement la méthode d'entraînement que j'applique se base. C'est vraiment tous ces principes-là, tu vois. Je t'apprends littéralement ce que je mets en place pour moi et ça c'est méga important. Et ensuite, le dernier principe, ça va être le principe d'individualisation. Le principe d'individualisation, il dit quoi ? Il dit que chaque individu est différent, chaque individu a des faiblesses et des points forts, des facteurs limitants différents que ce soit mentaux, techniques ou sur leur effort. Et du coup, l'exercice qui va être mis en place pour un individu A n'est pas le même que pour un individu B. Donc si la personne, par exemple, sur ses handstand push-up, la personne a une force de ouf, elle a littéralement la force de faire des handstand push-up, mais elle n'a aucune technique parce qu'elle pousse avec les coudes sortis. Et à ce moment-là, il sera beaucoup plus pertinent justement de lui faire beaucoup de pike push-up surélevés, voire lestés, pour équivaloir l'intensité des handstand push-up, mais en travaillant justement avec une bonne technique, avec les coudes le long du corps. Et c'est ce qui va lui permettre de corriger justement son attitude de mouvement. Et au contraire, quelqu'un qui a des super pike push-up, une super attitude de pousser, mais qui, une fois sur des handstand push-up ou sur des handstand push-up classiques, n'arrive juste pas à monter, là, à ce moment-là, c'est juste un manque de force. Et du coup, c'est pas du tout le même facteur limitant. Donc, l'individualisation des exercices, c'est ce qui va suivre, c'est justement les facteurs limitants. Quels sont les facteurs limitants de ton objectif? Et il est crucial d'individualiser absolument toutes ces programmations parce que sinon, en fait, ça marche pas. J'aurais pas de métier, on prendrait juste des tutos ChatGPT et let's go, on serait tous forts. Mais non, il faut individualiser, il faut faire les choses intelligemment. Donc là, je vais t'expliquer concrètement les facteurs limitants, ce que j'appelle les facteurs ETI. Et c'est quoi concrètement les facteurs ETI? C'est le facteur, il y en a 3, il y a 3 facteurs. Donc c'est un facteur limitant par définition, c'est quelque chose qui limite l'atteinte de mon objectif. Et il y en a 3 de nature différente. Donc on va les classer justement avec un tableau. Et le premier facteur limitant, c'est le facteur limitant d'effort. Okay, donc c'est littéralement
le facteur limitant le plus simple, c'est par exemple mon objectif c'est de faire 10 handstand push-up, je sais en faire 5, bah mon facteur limitant c'est juste que j'ai pas assez d'endurance. Maintenant, je suis à la tuck planche, je veux faire une full planche, mon facteur limitant c'est que bah, j'ai pas assez de force maximale. Aussi simple que ça. Mais bien sûr, en calisthénie, vu l'importance de la technique et du mental, bah, en fait c'est rarement juste ce facteur-là qui est à prendre en compte. Donc ensuite, tu vas avoir le facteur technique, donc tout ce qui touche en fait à l'exécution du mouvement, la compréhension du mouvement. Donc par exemple, j'ai la force de faire une full planche, mais par contre, mon mouvement, il est horrible, je suis affaissé et bah, justement, j'ai pas appris la bonne technique. Et si je corrige ma technique, je corrige mon exécution, bah, en fait, j'y arriverai beaucoup plus facilement. Par exemple, quelqu'un qui a 10 handstand push-up contre le mur et qui n'a pas de handstand, son facteur limitant, c'est clairement pas les forces, c'est clairement pas le fait de faire des handstand push-up, mais c'est littéralement sa technique en fait. Il n'a pas de handstand, il n'a pas le mouvement de montée en force et il faut qu'il travaille justement sa technique là-dessus. Voilà, ça c'est le facteur limitant de technique. Et le dernier facteur limitant, et celui-ci c'est celui qui est vraiment oublié et qui impacte énormément les deux autres, bah, c'est le facteur limitant I, donc de l'intention. C'est tout ce qui touche au mental. Donc l'intention, la confiance qu'on va avoir sur le mouvement, l'intention qu'on va mettre dans le mouvement, parce que quelqu'un qui peut avoir la technique et la force, s'il n'a pas la bonne intention sur le mouvement, et ben en fait, il peut totalement se rater et faire de son mouvement en fait complètement sous-efficient. Quelqu'un qui va forcer, qui a une intention de forcer à 50%, il aura 50% de résultats. Vraiment. Quelqu'un qui doit faire un muscle-up par exemple et qui n'a pas d'intention de vitesse, eh ben, il aura beau essayer 10 000 fois son muscle-up, s'il n'essaye pas d'être le plus rapide possible, s'il n'a pas son intention de vitesse, eh ben, en fait, il ne va jamais le passer. Et du coup, c'est sous-efficient. Donc, tous ces facteurs-là définissent justement quel exercice choisir et quel exercice à individualiser et à choisir justement dans ta programmation. Donc, le facteur intention, c'est aussi lié à l'affect, genre le fait de simplement aimer un exercice. On peut faire un exercice que l'on déteste et du coup ne pas y mettre de l'intention. Ou encore, on peut faire un exercice où on a beaucoup de croyances limitantes, où justement on a des limitations justement mentales, on pense qu'on n'est pas assez fort, bref, on a pas mal d'a priori mentaux, et ben c'est ce qui peut faire aussi qu'on va manquer de confiance et du coup ça va se ressentir directement quand on va lancer notre exercice. Et tout ça, ça s'identifie et si tu arrives à identifier justement quand tu t'entraînes tous ces facteurs limitants, là tu arriveras à définir un bon exercice tout simplement. Donc l'effort, ça va être soit la force max, soit l'endurance ou soit justement la vitesse. Même si c'est extrêmement corrélé avec la force. Ensuite, pour la technique, ça va être l'activation. Est-ce que justement, j'ai les bonnes activations musculaires? Est-ce que sur mon handstand push-up, j'ai la bonne position d'épaule? Est-ce que sur mon front lever, j'ai la bonne position d'épaule, etc. Ensuite, l'extension. Est-ce que justement, j'ai le bon gainage? Est-ce que j'ai la bonne extension de jambes? Par exemple, sur mon handstand push-up, je fais que de tomber parce que justement, j'envoie mal mes jambes ou je les gaine pas assez. Facteur technique d'extension. Et ensuite, facteur technique de trajectoire. Et en fait, c'est à peu près la même. Enfin, ça influe sur l'activation parce que si tu as une mauvaise trajectoire, ton activation, elle va en être réduite. Et ainsi de suite. C'est comme la force, avoir beaucoup de force max permet de développer plus de vitesse, s'entraîner en vitesse permet de développer plus de force max, et s'entraîner en vitesse permet d'avoir plus d'endurance, etc., etc., et plus de force, plus d'endurance. Donc tout est à peu près corrélé, mais il faut savoir identifier justement lequel des trois à chaque fois nous limite pour travailler le bon. Parce que si je m'entraîne sur les handstand push-up et que je crois qu'en fait je dois absolument faire des scapula push-up, donc des pompes scapulaires pour entraîner ma protraction en bas du mouvement, alors qu'en fait j'ai pas de protraction parce que ma trajectoire elle est pas vers l'avant et qu'elle est vers le bas et que c'est une question de trajectoire, en fait je focus la mauvaise chose. Donc il faut vraiment identifier quel facteur en fait est limitant, qu'est-ce qui limite concrètement, et forcément un des trois va avoir une influence sur l'autre, mais il faut savoir identifier la conséquence en fait tout simplement. Et le facteur intention, donc comme j'ai dit, donc la vitesse d'exécution, confiance, et la motivation. Donc ça, c'est un peu le facteur psychique. Ça, c'est le facteur justement mental. C'est le fait qu'on a confiance en nous, on n'a pas de croyances qui nous limitent et qui nous font justement ne pas être confiants sur un mouvement donné. Et vitesse, c'est le facteur physique, le facteur justement aussi mental parce que c'est aussi le fait de vraiment je suis dans l'instant présent, je mets la bonne intention. Donc voilà, tous ces facteurs-là, ils définissent justement quel exercice tu dois choisir. Et il faut faire attention parce que tout est intercorrélé. C'est-à-dire que si je manque de confiance, ça va peut-être impacter justement ma technique. Et si je manque de vitesse, ça va impacter mon endurance. Si je manque de motivation sur un exercice parce que j'aime pas le faire, ça va impacter ma trajectoire parce que j'aurais pas envie de m'avancer vers l'avant, j'aurais pas envie de forcer pleinement. Donc tout est interconnecté
Et c'est ça qui est dur, c'est qu'il faut savoir trouver en fait la cause en fait, tout simplement. C'est-à-dire que peut-être que tu as une mauvaise activation, mais c'est à cause d'une mauvaise trajectoire. Donc ça, c'est le symptôme d'une mauvaise trajectoire. Voilà, donc là, tu as compris le gros principe premier derrière ça. Et si maintenant, pour chaque exercice, chaque performance que tu fais, tu te poses et tu te dis « Ok, qu'est-ce qui me limite ?» À ce moment-là, tu vas déjà pouvoir trouver des réponses, pouvoir filtrer justement des exercices. Donc une fois que tu as fait ça, que tu as justement pris en connaissance de tes facteurs et que tu appréhendes ta performance, tu te poses la question de « Ok, là j'ai pas réussi, quel est mon facteur limitant ?» Dès que tu l'as trouvé, tu vas pouvoir en fait déduire justement une sélection d'exercices. Et cette sélection d'exercices, c'est ce qui va te permettre justement derrière d'avoir des éléments en fait sur lesquels t'appuyer, sur lesquels tester. Donc par exemple, je suis tombé sur ma handstand push-up, c'est peut-être un manque d'extension, donc les montées en force, ça peut être pertinent de les travailler pour améliorer justement mon extension et mon équilibre et tout ce qui va avec. Mais également, je suis aussi tombé parce que c'était très dur de pousser, donc les handstand push-up, c'est aussi pertinent justement de les travailler pour gagner en aisance, en force et justement pouvoir plus facilement monter. Le handstand aussi, c'est pertinent parce que plus je suis solide sur mon handstand, plus je vais réussir en fait à finir mon handstand push-up facilement et ne plus tomber. Donc ça, c'est un exemple que je te donne. Mais du coup, après, tu peux faire une sélection de tous ces exos-là. Et maintenant, une fois que tu as cette sélection d'exos-là, le but, c'est pas de tous les prendre, mais c'est de les prendre sur tes séances pour un type d'effort donné. Par exemple, la montée en force, c'est majoritairement technique. Parce qu'en fait, je vais pas aller à l'échec et je vais sûrement je vais beaucoup plus en fait utiliser ma technique. C'est plus une tentative, donc c'est quelque chose que je peux faire à l'échauffement, etc. Parce que justement, ça va me demander de la force, mais c'est pas un max répétition. Je suis pas forcément à l'échec, je suis plus en échec technique. Ici, ça va me demander de la force. Parce que sur la handstand push-up mur, c'est une série où je vais aller chercher mon max et là, du coup, ça va corriger vraiment mon facteur limitant d'effort. Ça, mon facteur limitant technique et le handstand aussi technique, mais aussi le facteur limitant justement d'intention. Parce que si je me dis que le handstand c'est trop facile, que je suis trop fort en handstand, faire une push-up to handstand c'est beaucoup plus facile aussi. Donc tout est interconnecté et ça te permet justement d'avoir une bonne sélection d'exercices. Maintenant, cette sélection d'exercices, tu la départages. Soit tu prends un exercice et tu fais que ça parce que tu n'as qu'un seul type de séance. Mais si tu splits tes séances avec des séances plus d'endurance, des séances plus de force, des séances plus de technique, tu peux choisir totalement les trois comme je t'ai montré ici et définir ça correctement pour pouvoir appliquer les bons principes. Et c'est pareil, c'est que si ta priorité maintenant dans tes séances, c'est justement la force tout simplement, cet exercice-là, tu vas le faire plutôt en début de séance. Maintenant, si ta priorité, voilà, c'est la force, c'est là où tu veux le faire quand t'es frais, ça, tu vas le faire en début de séance. Mais si maintenant, ça aussi, c'est ta priorité, mais tu peux le faire en fin de séance parce qu'il n'y a pas de force ici. Et ça, tu peux le faire à l'échauffement. Parce que, ok, il y a besoin de force, mais il y a besoin de technique aussi, donc il faut aussi être dans un bon état, être concentré. Donc ça, en début de séance, en échauffement, c'est pertinent. Et ça, en milieu de séance, c'est pertinent. Ça, en fin de séance, c'est pertinent. Mais faire l'inverse, par exemple, une handstand push-up en fin de séance quand tu es fatigué, bof, pareil pour les montées en force. Et tu dois aussi, savoir l'organiser dans un ordre chronologique. Et ça, tu peux justement te référer à ma vidéo sur la structure d'entraînement. Comme ça, tu sauras concrètement, comment les placer sur ton programme d'entraînement. Donc maintenant que tu comprends comment sélectionner justement un bon exercice, que tu comprends justement les principes derrière et les facteurs limitants pour la sélection d'un exercice, c'est important maintenant de pas trop se prendre la tête, prendre une décision, passer à l'action, sélectionner 2 à 3 exercices et de tester, de mettre ça sur le terrain pour avoir du feedback. Et ça se définit comme ça. Tu as une première case, tu as tes exercices, ta sélection d'exercices. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas justement les mettre en action dans ton entraînement. Qu'est-ce qui va se passer? Ces exercices-là vont être un stress, ils vont être un stimulus pour ton corps, ça va provoquer quelque chose dans ton corps. Ces stress, ce stimulus, par le principe de surcompensation ici, il va créer justement un résultat, qu'il soit mauvais ou bon ou quoi que ce soit. Un résultat, donc une progression, une stagnation, voire même une régression en fait, ça dépend d'à quel point ça c'est bon. Et ensuite, ces résultats-là, tu pourras les interpréter en réanalysant en fait tes entraînements et les résultats que tu en as eu. Donc là, ici en fait, tu es dans l'ajustement. Je récapitule, ici tu sélectionnes des exercices, tu les testes sur le terrain dans tes entraînements. Ces exercices-là, ils vont créer un stress dans ton corps, il va se passer quelque chose, ça va créer des adaptations. Ces adaptations ici, ça va créer justement un résultat, soit tu as progressé, la sélection d'exercices est bonne parce que tu as progressé, tu as réussi à bien sélectionner ton exercice parce que tu as bien effectué les bons facteurs limitants, tu as bien identifié les bons facteurs limitants, donc ton exercice ici est bon, il provoque les bonnes adaptations et du coup tu as les bons résultats. Là c'est top, nickel, ici en fait ça marche, on n'a pas besoin d'ajuster, on garde. Et
peut-être que cet exercice-là, il va marcher pendant deux semaines, parce que comme je t'ai dit, tu as besoin d'apporter de la variation au bout d'un moment, et bah à ce moment-là, on le changera. Et là, on le changera, et ce changement d'exercice va nous provoquer un stress, on va en voir les résultats, et si ça ne marche pas, si on voit que justement les résultats sont peu convaincants, que tu n'as pas une bonne intention justement sur ces exercices-là, que tu n'aimes pas les faire et que ça ne marche pas vraiment, ok, et bah tu l'ajustes et tu changes l'exercice et tu fais ça en fait en boucle pendant toute ta progression. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas avoir un programme qui est trop rigide et qui s'ajuste en constance, parce que bah justement en fait, comme je t'ai dit, tu as une accoutumance à l'entraînement, du coup va falloir mettre de la variation. Tes facteurs limitants ils vont changer parce que tu vas avoir des facteurs techniques qui vont changer, des facteurs intention qui vont changer, des facteurs efforts qui vont changer parce que quelque chose d'intense peut l'être semaine moins 2, mais à l'instant T ne plus être intense en fait. Donc 2 semaines après, tu peux avoir un exercice où tu as carrément ultra progressé dessus et n'est plus propice justement à l'effort que tu cherches. Exemple typique, les personnes qui restent bloquées sur la tuck planche pendant ultra longtemps, ils commencent la tuck planche, c'est super dur pour eux, ils ont 5 secondes, ils arrivent à 20 secondes et ils continuent de faire de la tuck planche. C'est plus assez intense, donc le facteur effort n'est plus rempli et il faut changer d'exercice. Et du coup, en appliquant justement cette feedback loop, eh ben, tu peux toujours progresser. Et ici, tu vas avoir une petite bulle où c'est en fait tout simplement l'environnement et les facteurs externes. Donc en fait, ici, c'est quoi? C'est par exemple, tu avais prévu justement de faire de la planche à l'élastique ou des handstand push-up contre le mur et aujourd'hui, tu vas t'entraîner au parc avec des potes et il n'y a pas de barre. Enfin, non, il n'y a pas de barre. Enfin, il n'y a pas de mur pour faire tes handstand push-up contre le mur. Du coup, tu dois t'adapter. Donc ton environnement définit aussi la sélection de ton exercice. Pareil, tu as mal dormi, tu es super fatigué, tu n'arrives pas à faire ta perf, tu changes l'exercice, tu l'ajustes. Pareil, là, tu t'es réveillé, tu avais une douleur au poignet, bah tu l'ajustes en fonction, ok? Donc cet environnement-là, c'est le principe d'adaptation. Et c'est marrant parce qu'en fait, tous les principes que je t'ai définis juste avant, ils se retrouvent surtout en fait. Surtout, ici tu as le principe de surcompensation, hop, ici tu as le principe de surcharge, ici tu as le principe justement de spécificité, parce que ce qu'il faut que tu sélectionnes, il faut que ça soit forcément spécifique à ton objectif. Et le dernier principe, l'individualisation. Et pourquoi on place l'individualisation au niveau des résultats? Parce que forcément, un exercice donné n'aura pas du tout le même résultat et le même effet d'un individu à l'autre. Donc si j'ai Lucas justement qui il est né avec une straddle planche, la première semaine d'entraînement, il a eu la straddle planche. Ici, je lui mets mettre des tentatives de full planche hold, et en fait, ça va super bien marcher. Ici, il aura des super résultats. Mais par contre, on a Hugo, justement, qui est bloqué sur la tuck planche depuis 1 an, qui a 30 secondes de tuck planche. Je lui mets des tentatives de full planche hold ici, ça va pas du tout marcher. Et même son corps ne va peut-être pas très bien le prendre, il peut même se blesser, ok? Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Forcément, le résultat dépend du corps, donc c'est un peu l'étape au milieu ici, dépend du corps et du coup dépend de à quel point l'individu justement a des résultats par rapport à cet exercice-là. Et en fonction du résultat donné, on l'ajuste ici en appliquant une surcharge ou de la variation justement pour changer l'exercice. Ah oui, parce que ici, c'est le dernier principe, tout simplement, la variation. La variation qui est en vrai très liée à la surcharge progressive. Donc voilà le schéma qui représente à peu près tous les principes et concepts que justement on a vu dans la vidéo. Maintenant, quand tu vas sélectionner les bons exercices, c'est ultra important justement que tu te détaches de toute forme d'ego, de toute forme justement d'attente ou de résultat et que tu prennes vraiment ta performance en pleine conscience, que tu l'acceptes en fait et que tu fasses vraiment le travail que tu dois faire. Parce que c'est très facile quand on se fait notre propre programmation, justement de mettre des choses qui sont soit trop dures ou soit trop faciles parce qu'on est forcément biaisé par nos croyances en fait, tout simplement. Donc fais-le correctement, teste les choses et au fur et à mesure justement de tester des exercices, tu vas comprendre qu'est-ce qui concrètement marche pour toi. Mais déjà, si tu appliques tout ça et que justement à chaque fois tu prends bien en compte justement tous les facteurs limitants et que tu sélectionnes un exercice qui est la solution de ces facteurs limitants, crois-moi que tu vas gagner énormément de temps parce que tu auras forcément quelque chose de très proche de la perfection. Alors forcément après il faudra le tester, l'ajuster, mais tu auras forcément quelque chose qui va te faire progresser parce qu'en travaillant sur tes facteurs limitants, tu les travailles, tu les enlèves et forcément tu progresses quoi. Il n'y a pas de secret à ça. Maintenant, si tu n'as pas envie justement de faire tout ça par toi-même, que tu as envie de gagner du temps et que tu as envie directement d'optimiser tes entraînements sans te prendre la tête, sans avoir à tester pendant 10 000 ans, tu peux totalement regarder la méthode justement dans la description qui t'explique exactement comment maîtriser la calisthénie. Et si ça résonne en toi, si tu es aligné avec ça et que ça te chauffe, écoute, réserve un appel avec moi et justement on va pouvoir analyser tes entraînements ensemble et voir concrètement qu'est-ce qu'il est pertinent de mettre en place pour en fait te faire exploser ta progression. Ok, donc let's go, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, comment l'améliorer et me dire aussi qu'est-ce que tu veux voir par la suite comme vidéo, voilà un petit peu
peu tableau blanc où je dépose un peu tout ce que je sais. Voilà, c'était un plaisir les gars et on se retrouve pour la prochaine vidéo.